Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Anne-Sophie Schöpfel. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors Anne-Sophie, vous êtes une jeune chercheuse à Harvard et enseignante à Sciences Po Paris. Vous avez effectué 2 doctorats à l'Université de Lorraine et à l'Université d'Heidelberg. Votre premier doctorat examine le procès de Tokyo à travers l'angle de l'histoire diplomatique. Il a été récompensé d'ailleurs par le prix de thèse Jean-Baptiste Durosel en histoire des relations internationales. Votre second doctorat, qui est en histoire du droit, porte sur le tribunal militaire de Saigon. Vos recherches publiées dans des revues à comité de lecture et volumes collectifs portent donc sur l'histoire du droit international, de l'humanitarisme, des migrations et de la mémoire. Vous êtes également, Anne-Sophie, associée au groupe de recherche Prix Balzan Mémoire dans la ville à l'Université de Constance, où vous travaillez autour des thématiques de la migration et de l'exil à travers les paysages de la guerre froide d'une Europe divisée. Vous avez été membre du groupe de recherche Transcultural Justice à l'Université d'Heidelberg et vous êtes affilié à l'Université de Kyoto, mémorial de l'Holocauste de Washington DC et au programme de recherche Developing International Research on Education's Program of the Asia-Pacific War History. Vous ferez excuse, chers auditeurs, à mon accent anglais qui est pas très bon, qui est financé par la Japan Society of Promotion of Science. Et en outre, vous travaillez en freelance comme consultante en justice transitionnelle. Vous êtes, Anne-Sophie, l'intervenante rêvée pour parler d'une série sur Netflix qui a pour aspect les procès de Tokyo, une série qui s'appelle Tokyo Trial. Avant de peut-être de rentrer tel quel dans la série, est-ce que vous pourriez remettre en parallèle ce procès qui, pour nous en Occident, est quand même largement méconnu et largement passé sous silence par rapport au monstre, j'allais dire, dans tous les sens du terme, qu'est à la même époque le procès de Nuremberg? Oui, tout à fait. Alors déjà, merci pour cette très belle présentation. Alors c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas très bien le procès de Tokyo. Et souvent, on ne connaît que le procès de Nuremberg. Alors, le procès de Nuremberg et le procès de Tokyo ont lieu tous les deux après la Seconde Guerre mondiale et on les associe souvent à la naissance de la justice pénale internationale. On parle souvent du procès de Nuremberg avec la condamnation des grands criminels de guerre nazis et aussi on associe le procès de Nuremberg avec l'héritage de Nuremberg, avec l'héritage juridique et encore aujourd'hui on en parle encore souvent dans la justice internationale et on parle de ce procès et on l'associe à cette volonté d'établir une paix qui donne à toutes les nations les moyens de vivre en sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières et qui donne l'assurance que tous les hommes dans tous les pays peuvent vivre une vie à l'abri de la peur et du besoin. Et donc, cette paix, elle est associée à la justice pénale internationale, mais elle est également associée à la naissance des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Alors, le procès de Tokyo a lieu un petit peu après le procès de Nuremberg. Et donc, c'est un procès qui a lieu à Tokyo, dans l'ancienne académie militaire de Dishiyaga. Donc, c'est en plein cœur de Tokyo. Et c'est un tribunal d'exception qui rassemble 11 juges qui représentent les puissances alliées impliquées dans la guerre du Pacifique. Alors, on retrouve évidemment les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Australie, les Philippines, l'Inde également, la Nouvelle-Zélande. Il y a également l'Union soviétique, les Pays-Bas, la France. Donc, ce sont vraiment 11 nations qui sont présentes sur le banc des juges. Et ce procès vraiment constitue l'une des mesures nécessaires, selon les autorités d'occupation, pour guider le Japon vers l'abandon du militarisme et de l'ultranationalisme et l'amener à s'aligner sur les normes propres
à une nation pacifique et démocratique. Alors vraiment, le procès de Tokyo s'inspire du procès de Nuremberg, que ce soit à travers les textes qui en sont les textes fondateurs, comme par exemple la charte du tribunal de Tokyo s'inspire des accords de Londres qui ont vraiment été la base du procès de Nuremberg, mais également dans les accusations. Dans les accusations au procès de Tokyo, on va retrouver les mêmes accusations qu'au procès de Nuremberg, c'est-à-dire les accusations contre le crime contre la paix, les accusations pour crimes de guerre et les accusations de crimes contre l'humanité. Mais encore une différence entre le procès de Nuremberg. Dans le procès de Nuremberg, il n'y a que 4 puissances sur le banc des vainqueurs. Ici, on en a 11. L'une des principales différences entre le procès de Nuremberg et le procès de Tokyo, c'est que le procès de Tokyo va vraiment se concentrer sur l'accusation du crime contre la paix. Alors, qu'est-ce que le crime contre la paix? C'est en fait ce crime contre la paix, ça s'inspire du pacte Briand-Kellogg, le pacte Briand-Kellogg qui a été de 1928 et qui visait vraiment à rendre la guerre comme un non-lieu du droit international, la guerre comme un crime. Et donc, toute nation qui intente une guerre, toute nation qui présente une volonté d'agression, en fait, peut être poursuivie d'après ce crime contre la paix pour ce grand crime qui est défini après la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, au procès de Tokyo, vraiment, on va se concentrer sur le crime contre la paix. Pourquoi? Tout simplement parce que les Américains, ce sont eux qui sont à l'initiative du procès de Tokyo. Ce sont eux d'ailleurs qui s'occupent de vraiment créer les fondations du tribunal. C'est le général MacArthur qui, à Tokyo, s'occupe des autorités d'occupation, qui va vraiment initier la mise en place de ce procès. Et le but des États-Unis au Japon, c'est de recréer un Japon après la Seconde Guerre mondiale face à une Asie qui est en proie à une guerre violente, qui est en proie de sombrer vers le communisme. Et les États-Unis ont bien conscience du danger du communisme, c'est aussi le début de la guerre froide, et l'objectif des États-Unis va être à travers ce procès, donc l'objectif va vraiment être de délégitimer comme ils disent, je cite, la clique militariste qui a amené le Japon à commettre des crimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça va être aussi, le but des Américains va être de reconstruire un Japon qui pourra être un allié des États-Unis dans l'après-guerre, dans ce monde qui renaît après 1945. Et alors, à travers le crime contre la paix, les Américains vont vraiment chercher à punir les responsables de l'attaque de Pearl Harbor. Et c'est pour ça, en fait, que durant le procès de Tokyo, vraiment, c'est pour ça qu'au procès de Tokyo, le principal crime dont il va être question, ça va être ce crime contre la paix. Et là encore, c'est une grande différence avec le procès de Nuremberg. D'un point de vue mémoriel, le procès de Tokyo, on le considère souvent comme un lieu de la mémoire de la guerre du Pacifique. C'est important, comme je l'ai déjà dit, il s'inscrit dans le cadre de l'émergence d'une justice internationale, mais également de la décolonisation et de la guerre froide. Donc, l'enjeu de ce procès, c'est celui de la responsabilité du Japon dans la guerre du Pacifique. Mais également, on voit bien l'enjeu principal de ce procès. Il a lieu pendant la décolonisation et la décolonisation va jouer un rôle
centrale durant ce procès et on va bien voir qu'il y a énormément de tensions autour de ce procès qui a lieu dans une relation triangulaire entre une Amérique en pleine croissance, une Asie en quête d'identité nationale et une puissance européenne déclinante. Et donc, pendant le procès, il va y avoir d'intenses débats autour de la question comment peut-on juger les grands criminels de guerre japonais. Donc, le procès de Tokyo dure pendant plus de 2 ans et demi. Donc, c'est un procès qui prend énormément de temps et c'est un procès qui va poser d'énormes problématiques, donc, comme je l'ai dit, autour de la question du colonialisme, parce qu'il y a des puissances colonisatrices sur le banc des puissances qui jugent. Et du coup, l'un des principaux problèmes, c'est que le procès de Tokyo va poser comme problème, déjà, il présente des nouvelles catégories de droit international qui sont discutées par les avocats de la défense, mais également cette question du colonialisme pose réellement problème durant le procès de Tokyo. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue historique, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas jugent toutes les trois les dirigeants japonais qui étaient également les dirigeants pendant la guerre d'une puissance coloniale en Asie. Et en fait, on a un face-à-face entre puissances coloniales qui va délégitimer également en partie le procès de ce procès. Et on va voir durant le procès, par exemple, la population japonaise prendre conscience des biais de ce tribunal. Et à travers la prise de position du juge indien Radhanini Pal, qui va critiquer durant tout le procès le colonialisme, on va voir durant tout ce procès réellement une remise en question des fondements de ce procès. Et à la fin du procès, non seulement ce juge indien Radhanini Pal, les accusés eux-mêmes, comme par exemple Tojo, celui qui est le premier ministre qui était à la tête de Pearl Harbor, qui était premier ministre au moment de l'attaque de Pearl Harbor. Voilà, à la suite de beaucoup vont dire que ce procès n'est pas un véritable procès de droit pénal international, mais que c'est une justice de vainqueur. Et ils vont chercher à le délégitimer. Et d'un point de vue mémoriel, pour revenir sur mon point de vue de la mémoire, à partir de ces critiques qui sont formulées pendant et juste à la fin de ce procès, nous allons vraiment voir une remise en question en profondeur de ce procès, de ses fondements, et va naître au Japon, mais également en Asie, une véritable relecture de ce procès à travers une critique de la justice de vainqueur. Et on va voir dans les années 70 au Japon également des grandes tensions mémorielles parce qu'une partie de la nation japonaise ne reconnaît pas les crimes qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au Japon vont naître une énorme relecture révisionniste du passé impérial japonais. Et il ne va pas y avoir de réelle remise en question, comme il y a pu l'avoir en Allemagne, du passé difficile du Japon, du passé impérial, et vraiment une lecture des crimes de guerre, de ce qui s'est passé. Et cette absence vraiment de travail mémoriel autour des crimes de la Seconde Guerre au Japon va nourrir de nombreuses tensions géopolitiques en Asie, que ce soit avec la Chine, mais également avec la Corée, comme par exemple cette question des femmes de réconfort pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce procès tombe très vite dans l'oubli après la Seconde Guerre mondiale, et les relectures révisionnistes qui vont en être faites
dès la fin du procès, vont appartenir un peu à ce mythe vraiment que le Japon n'a pas été une puissance qui a commis des crimes de guerre, que le Japon a été victime pendant la Seconde Guerre mondiale des Américains et que le Japon était une grande puissance impériale et qui n'a pas commis de crimes de guerre et que le Japon n'est pas responsable de nombreux crimes. Voilà. Donc voilà en quelques mots le procès de Tokyo d'un point de vue juridique, mémoriel et également d'un point de vue quelles sont les différences entre Nuremberg et Tokyo. Voilà, merci pour votre question. Alors justement, Anne-Sophie, vous venez très bien de présenter ce procès qui finalement, vous l'avez dit, il passe largement méconnu par rapport à la postérité qu'a eu Nuremberg, alors que, vous l'avez dit, de par les acteurs, hein, principalement, on a beaucoup plus de juges, on en a 4 à Nuremberg, on en a ici 11, on a aussi les problématiques qui s'entrecroisent. À Nuremberg, on juge les criminels nazis, on est bien sûr dans le début de la guerre froide qui s'annonce, mais il n'y a pas ces tensions-là. À Tokyo, on les a, et plus on rajoute les tensions de décolonisation, je pense notamment, on vous l'a évoqué, au juge Indiampal, qui va devenir un pays indépendant en plein procès de Tokyo dès 1947 d'ailleurs. Donc il y a beaucoup comme ceci de problématiques qui s'y entrechoquent. Alors justement, ça passe dans l'oubli. Et puis, et c'est ce qui nous intéresse à nous dans Histoire en série, la fiction vient prendre ça à bras le corps et sort en 2016 une série Netflix dessus sur laquelle on va maintenant parler ensemble, Anne-Sophie. Oui, alors tout à fait. Alors, la série s'intitule en anglais Tokyo Trial. Elle est produite par le radiodiffuseur public japonais NHK en coopération avec le géant américain des médias Netflix. Donc, c'est une mini-série composée de 4 épisodes. Elle est d'abord diffusée pour la première fois sur Netflix en 2016. Et elle sort comme film de 95 minutes lors du Netherlands Film Festival en 2017. Donc, il y a 4 épisodes d'une durée chacun de 45 minutes et chaque épisode commence par une déclaration, ce qui suit est basé sur des événements réels. Donc, une telle prétention à la vérité est vraiment l'une des caractéristiques vraiment de ce genre biopic ou de docudrama. Donc, cette série utilise des techniques visuelles et des choix de décors familiers aux innombrables drames historiques portés à l'écran. Et donc, on est vraiment dans une tentative d'imiter ce qui s'est passé pendant le procès de Tokyo. Donc, on voit bien le procès, donc cette mini-série utilise des techniques visuelles on voit les acteurs porter les mêmes noms, imitent les apparences des personnages historiques. On a également, durant toute la série, des séquences d'archives qui sont combinées avec des nouvelles images en noir et blanc, avec des intercalaires si serrés que parfois, on a même vraiment l'impression que le film parvient à immerger des acteurs dans les images des événements du passé. Et c'est vraiment une utilisation habile des techniques numériques et on a vraiment l'impression d'y être. Et on a vraiment l'impression qu'on est dans un reportage à certains moments. Et on est vraiment, au niveau du scénario, l'intrigue de cette série est plutôt linéaire, à quelques moments exceptionnels, et la mise en scène est plutôt conventionnelle et visuellement sans surprise. Et le scénario se concentre vraiment, et c'est ce qui fait l'originalité de ce procès, sur les efforts des 11 juges investis à Tokyo d'une mission délicate, à savoir juger les grands criminels de guerre japonais dans un pays en ruine et sur un continent marqué par la violence des luttes anticoloniales et des déchirements nationaux. Donc, cette mini-série, elle a été nominée dans la catégorie des meilleurs téléfilms et des mini-séries lors de la 45e édition des International Emmy Awards. Et cette mini-série remporte également le prix du meilleur film lors du Nordic Film Festival. Ce qui est également important, c'est un petit peu de présenter également très brièvement ces 4 différents épisodes. Donc, nous avons 4 épisodes. Le premier s'ouvre au printemps 1946. Donc, on voit ces 11 magistrats des Nations Alliées se rassembler dans un
hôtel de Tokyo pour juger les atrocités commises par les grands criminels de guerre japonais. Dans l'épisode 2, on voit les tensions entre les différents juges. Donc, les juges vraiment réfléchissent et ils souhaitent évincer le président du tribunal, qui est un juge australien. Et on voit les tensions. Donc, on voit également l'intervention du général MacArthur, qui réfléchit: doit-il remplacer le président du tribunal ou non? Et en plein milieu de cet épisode 2, intervient le magistrat indien Radhaninop Pal, et son arrivée vraiment excite les tensions entre les différents juges. Durant l'épisode 3, le juge examine des témoignages capitaux. Donc ici, on va parler par exemple des crimes de guerre, comme par exemple le massacre de Nankin, qui est très, très, très connu, notamment grâce au travail historique de Iris Chong. Donc, on voit dans cet épisode 3 deux juges, donc le juge indien Radhaninop Pal et également le juge hollandais Bert Reling qui s'affrontent, et on voit Pal qui se prépare à rendre son propre jugement. Donc le juge indien Pal ne participe pas réellement à ce procès. Il reste souvent cloîtré dans sa chambre dans l'Imperial Hotel. Donc souvent dans la mini-série, on le voit, et il dit qu'il souhaite rendre son propre jugement pour l'histoire. Et dans l'épisode 4, le procès touche à sa fin, et on voit le président du tribunal, Webb, donc le juge australien, qui apprend que la majorité des juges ne suit pas ses conclusions, et le tribunal divisé doit débattre et s'accorder sur un verdict. Au final, le verdict qui est rendu est un verdict d'une majorité des juges, mais il va y avoir de nombreux dissidences, dont notamment le jugement dissident du juge indien Pal, du juge Reling. Webb et le président lui-même du tribunal est en désaccord avec ce procès, et le verdict final. Le juge français Henri Bernard est également en désaccord avec ce procès, et nous avons également le juge philippin qui désavoue également le verdict, car il considère que le verdict n'est pas assez fort à l'encontre des criminels de guerre japonais. Donc on voit bien ces 4 épisodes, on voit bien un scénario qui vraiment nous invite à nous plonger au cœur de ce procès, en nous plongeant vraiment dans ses coulisses et en nous révélant vraiment la personnalité des différents juges. Et voilà, cette série est un petit peu exceptionnelle si on regarde l'ensemble du traitement télévisé ou à travers des séries des différents procès. Pourquoi ? Parce que vraiment, la série fait le choix de se concentrer sur les différents juges. Voilà, en quelques mots, cette présentation de ce procès. Est-ce que maintenant, vous pourriez nous présenter, vous avez commencé à les évoquer, mais voir qui sont ces grands personnages qui sont très bien joués d'ailleurs dans la série pour certains, et les replacer dans des enjeux vraiment à la fois juridictionnels sur le procès lui-même, vous l'avez dit, mais aussi pour certains des enjeux véritablement géopolitiques, notamment, vous l'avez dit, le juge indien dans le cadre de la décolonisation, mais il n'y a pas que lui. On voit bien le juge hollandais, par exemple, puissance coloniale en Indonésie, qui va être un des premiers pays décolonisés d'ailleurs, mais qui montre bien encore cette supériorité supposée européenne. Ça transparaît tout ça dans cette série. Oui, tout à fait. Alors, les 2 personnages principaux sont Bert Reling, donc le juge le juge néerlandais qui est convaincu de la supériorité de l'Occident. Il est joué par Marcel Hanzema, et le juge Pal, originaire d'Indien,
originaire d'Inde, représente l'Inde. Donc, il est joué par la star de Bollywood, Irfan Khan, qui est également célèbre pour son film Slumdog Millionnaire, qui n'est pas sorti en 2008. Et donc, on voit bien durant ce procès, Pal et Relling, qui ont tous deux émis des oppositions dissidentes particulièrement influentes. Et on suit à travers ce procès la manière dont ils ont réfléchi, leur cheminement intellectuel pour venir à la production de ces deux oppositions dissidentes. On voit également dans ce procès d'autres juges. Donc, on voit par exemple le juge chinois, Mei, dont la famille a beaucoup souffert pendant la guerre et qui souhaite obtenir la reconnaissance de l'Occident. On voit également le juge soviétique, le général Ivan Sarayanov, qui est présenté sous un jour plutôt sympathique, comme un juge individuel avec leurs propres particularités. Voilà. Donc, Zarayanov est présenté comme un général soviétique caricatural qui propose des toasts à la vodka, qui fait des blagues maladroites, et il n'est pas surpris par le fait qu'il maintient la politique de Staline d'abandonner la peine de mort. Voilà, par exemple, il y a le juge américain aussi qu'on voit, John Higgins, qui repart chez lui et qui est remplacé parce qu'il est frustré pendant le tribunal. Il est remplacé ensuite par le général Myron C. Kramer. Le juge australien est président des juges, voilà, qui essaie de rester neutre et qui essaie également de ne pas trop ralentir le processus qui essaie de pas trop rester qui essaie de vraiment d'apporter cette neutralité durant le procès de Tokyo. Et le juge australien aussi joue un rôle particulièrement important parce qu'il dit au final aux Américains et il dit également aux Anglais que vraiment les puissances occidentales qui ont combattu dans le Pacifique contre les Japonais, ce sont d'abord les Australiens et la Nouvelle-Zélande. Donc, ils jouent un rôle particulier durant ce procès. On voit également le juge français Henri Bernard qui apparaît comme un personnage un petit peu secondaire, passionné et tourmenté, terni par son adhésion à l'idéologie de la mission civilisatrice. Et dans l'épisode 3, par exemple, il dit « Je crois encore que le colonialisme peut être bon dans des endroits où les gens n'ont pas de gouvernement civilisé ni de mode de vie décent. » Et enfin, il y a le juge philippin, le colonel Delfin Jaramillo, qui est représenté vraiment comme un personnage âgé et exotique, marqué par les souffrances, parce qu'il a été victime des Japonais. Il a participé à cette fameuse marche de la mort de Bataan en 1942. Il a également souffert de la destruction de Manille. Et vraiment, durant le procès, il est vraiment représenté aux prises avec une quête personnelle de vengeance. Voilà, donc si on revient un petit peu sur les différents groupes présentés à travers les différentes tensions qui sont présentées entre ces différents juges, on peut vraiment voir le juge indien qui fait cavalier seul et le juge indien qui vraiment respecte les criminels de guerre japonais pendant le tribunal. On le voit bien et c'est vrai que ça s'appuie vraiment sur la réalité du procès. Le juge indien respecte vraiment les criminels de guerre japonais. Voilà, et, à l'inverse, on a on a un groupe majoritaire des juges. Voilà, on a par exemple le juge américain, le juge anglais, le juge américain de Nouvelle-Zélande et du Canada qui forment un autre pôle et qui vraiment représentent ces puissances occidentales qui veulent défendre l'héritage et les principes du procès de Nuremberg et qui veulent vraiment faire en sorte que ce procès aille le plus vite possible et suive vraiment
suivent vraiment ce que les Américains souhaitent, vraiment punir le plus rapidement possible les crimes de guerre, les crimes, et en particulier le crime contre la paix. Et ensuite, on a des juges qui sont un peu plus indépendants, comme par exemple l'Australien Sir William Webb, qui était un chef de justice de l'État de Queensland et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, va mener d'importantes enquêtes sur les crimes de guerre commis par les Japonais dans le Pacifique. On a ce Français également qui est présenté comme un personnage qui est très indépendant et très seul et qui est également un juge, qui est présenté comme colonial. Alors après, il faut savoir faire la différence entre la réalité et cette représentation. Et si on ne reprend par exemple que le juge français, il faut savoir que oui, le juge français pendant le procès de Tokyo est un juge qui va être seul et qui va être délaissé de ses collègues. Pourquoi ? Parce qu'il ne parle ni l'anglais ni le japonais. Or, les langues du tribunal sont l'anglais et le français. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Dans cette mini-série, on le représente comme un juge colonial, mais en réalité, ce n'est pas un juge colonial. Et durant toute sa carrière de magistrat, le juge Henri Bernard va chercher à défendre vraiment l'intérêt des populations colonisées par la France. Et donc, cela va lui causer des problèmes déjà dans les années 20 et dans les années 30 en Afrique. Ensuite, il est nommé à Tokyo. Mais ensuite, après les indépendances, il reste en Afrique et du coup, il va également participer à la création de nouveaux États indépendants comme juriste, notamment au Cameroun. Donc, il faut vraiment faire attention quand on regarde ce film, il faut vraiment prendre ses distances et bien se souvenir que ce procès est une représentation, est une fiction basée sur des faits réels. Et puis, à l'image de ce qui se passe à Nuremberg, on a quand même une conscience de la part de beaucoup de juges, que ce soit, vous l'avez dit, des pays en train de se décoloniser ou même des pays anciennes puissances coloniales ou même des dominions comme Webb, vous l'avez évoqué, l'Australien. Il y a une conscience de faire l'histoire, véritablement, c'est-à-dire de faire l'histoire dans le sens où, pour la première fois, avec Nuremberg, avec Tokyo, on va juger de façon internationale des criminels de guerre, ce qui ne s'est jamais passé auparavant. Il y a eu, après la Première Guerre mondiale, le procès en Allemagne de Leipzig qui a fait un peu flop. Nuremberg fonctionne bien, et puis on a Tokyo. Et là, finalement, on est rattrapé aussi, vous l'avez dit, d'où la deuxième lecture, par une deuxième histoire qui est en train de se dérouler, elle, c'est le colonialisme. Et Tokyo arrive à la croisée de ces deux chemins-là. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui est absolument fascinant sur le procès de Tokyo. C'est cet enchevêtrement entre cette émergence de la justice internationale, les réels débats sur qu'est-ce que vraiment un crime international ? Peut-on juger vraiment le responsable d'un pays si ce pays a commis une guerre d'agression ? Donc, on a ces questions qui sont majeures et qui sont importantes et qui sont également présentes à Nuremberg. Et ces questions qui sont déjà discutées après la Première Guerre mondiale, vous l'avez notamment évoqué avec ce tribunal de Leipzig qui est en fait au final un véritable échec parce que ce tribunal de Leipzig devait vraiment juger, avait pour mission de juger les responsables de la Première Guerre mondiale. Et donc, même à Versailles, en 1919, on avait évoqué la possibilité de juger comme criminel de guerre l'empereur allemand. Donc, l'empereur allemand n'est pas jugé. Donc, on voit bien cet échec après la Première Guerre mondiale, mais on voit l'ensemble des juges dans l'entre-deux-guerres vraiment réfléchir à qu'est-ce que la justice internationale, comment peut-on intenter un procès contre une puissance si cette puissance mène une guerre d'agression ? Parce que
ce qui est vraiment derrière tous ces procès, c'est vraiment la volonté d'établir un monde de sécurité, un monde qui est basé sur des instances internationales et qui permettent vraiment la paix, qui permettent d'assurer la paix voilà. Et donc, cette gouvernance internationale qui rappelle un petit peu le 19e siècle avec ce qui s'est passé, après notamment le traité le congrès de Vienne et cette volonté vraiment d'établir une paix et d'essayer d'établir une gouvernance internationale dans laquelle la justice internationale joue un rôle majeur, joue un rôle d'arbitrage entre les différentes puissances. Donc, on a vraiment au procès de Tokyo ces discussions intenses sur qu'est-ce que la justice internationale, ces discussions qui ont été vraiment profonde et intense durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on sait un petit peu, quand on parle de Nuremberg, qu'il y a eu de nombreuses discussions à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Commission des crimes des guerres des Nations Unies. Mais ce qu'on sait moins aussi, c'est qu'il y a eu, durant la Seconde Guerre mondiale, d'importantes discussions dans la capitale en exil chinoise, à Chongqing. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans l'histoire qui est assez peu connu et qui est réellement passionnant. Ce sont ces discussions sur qu'est-ce que la justice internationale. Mais à ce procès de Tokyo, et ce qu'on voit vraiment dans cette mini-série, c'est cette question du colonialisme. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment fascinant, c'est de voir en fait que ce procès a lieu quelques années avant Bandung et on prend vraiment réellement conscience de cette importance du colonialisme à travers ces discussions par exemple, entre le juge indien et le juge Pal. Et voilà, par exemple, juste pour citer un petit dialogue, voilà. Par exemple, il est intéressant vraiment d'examiner les débats sur le colonialisme entre les juges occidentaux et orientaux. Et donc, voilà, par exemple, pour faire quelques citations, ici à Tokyo, nous parlons de la justice dans le monde moderne et pourtant une grande partie de l'Asie est toujours colonisée par l'Occident. Ces régions ont été conquises par la violence, les populations indigènes ont été exploitées. Et là, on a Pal qui répond, on a Reling qui répond, donc le juge hollandais, mais je ne vois pas en quoi cela a un rapport avec l'affaire judiciaire. Pal répond, l'inégalité et le racisme existent toujours. Regardez votre propre pays, comment elle supprime les Indonésiens entre les soi-disant Indes orientales néerlandaises. Voilà, Reling répond dans le film, dans cette mini-série, eh bien, nous avons essayé de leur apporter la prospérité. Nous les avons préparés à l'indépendance. Pal répond, tout récemment, vous avez envoyé 100 000 soldats là-bas. Et Reling répond, avec tout ce chaos, nous n'avions pas le choix. Pal conclut ce dialogue en disant « Reling, votre esprit colonialiste est bien vivant ». Donc, on voit bien qu'au procès de Tokyo, le colonialisme est bien présent dans les débats, que ce soit sur le banc des juges, voilà, dans la défense de la justice internationale, mais on voit vraiment de réelles incompréhensions entre les juges autour de la justice internationale. On voit bien que les juges majoritaires défendent cette gouvernance internationale façonnée par l'Occident depuis le 19e siècle, avec des valeurs de gouvernance qui portent les vestiges de l'influence occidentale et également ces réflexions autour de la paix si on revient très loin, par exemple la paix de la paix de Westphalie ou cette mission également civilisatrice de la justice internationale. Et on a ce juge indien Pal qui porte en lui vraiment tous les vecteurs de l'anticolonialisme et qui, en fait, on pourrait rattacher Pal un petit peu à cette émergence de ce contre-courant anticolonialiste qui vraiment remet en question le droit pénal international et qui va être au cœur même de Bandung, en fait, au final, qui va être porté par de nombreux juges, comme on parle souvent dans le monde anglo-saxon du Global South. Voilà, on va parler des juristes du Global South
South, du Sud global, pour traduire tout simplement. Mais on voit bien ces tensions inhérentes au colonialisme et qui vont vraiment marquer le procès de Tokyo. Et c'est ce qui rend vraiment ce procès passionnant. Voilà. Alors, Anne-Sophie, aussi, il y a un autre aspect qu'on imagine aussi à Nuremberg, mais que là, on voit bien, c'est cette justice internationale en gestation, en construction, cette justice dont le TPI de La Haye est aujourd'hui un héritier direct. Là, on le voit, c'est en train, sous nos yeux, grâce à la fiction, grâce à la série, de se construire. Oui, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir cette construction de la justice et de voir notamment, en fait, comment est-ce que cette construction de la justice est mise en scène. Et là, c'est vraiment intéressant. Donc, comme je l'ai dit, on a vraiment l'impression dans cette mini-série d'être dans la réalité, de se rapprocher du style, du genre biopic, du docudrama. On a vraiment l'impression d'y être. Comme je l'ai déjà dit également, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir également que le scénario se concentre autour des principaux juges. Donc le procès, donc ça c'est vraiment cette mini-série vraiment reprend vraiment le style audiovisuel des années 2010, à travers la mise en scène, à travers le choix des décors et vraiment les discours utilisés. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ce balbutiement du droit international est également mis en valeur dans d'autres films de fiction, des séries télévisées et des documentaires sur la responsabilité pénale internationale des crimes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit par exemple le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, il est souvent présenté, il est souvent assimilé à ceux des 10 procès américains à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit en fait parmi les représentations connues du procès de Nuremberg, on a The Stranger de 1946 d'Orson Welles. On a aussi celui qui est très très connu, c'est le Judgment at Nuremberg en 1961 de Stanley Kramer. On a aussi celui-ci porte sur les procès des avocats nazis. On a également la série très connue de Nuremberg de 2000. On a également dans la représentation des procès internationaux, on a en 1961 le procès Eichmann aussi, qui suscite un intérêt médiatique particulièrement important, et on voit différents films produits sur ce procès, le procès d'Eichmann, et qui utilisent les archives cinématographiques du procès sous différents formats. Donc le procès de Tokyo, lui, il ne suscite pas beaucoup d'attention. On peut citer au Japon, par exemple, The Great East Asia War or the International Trial ou Pride, par exemple, de Shuya Ito, qui offrent tous une vision sympathique des accusés. On a également un documentaire japonais en 1983 de Masaki Kabayashi, qui est The Tokyo Trial en Chine. On a un film qui porte sur le procès de Tokyo Trial de Kunshugao en 2006, qui présente vraiment le point de vue du chinois. Le point de vue du juge chinois. On voit également des représentations, mais très brèves, dans les films au Royaume-Uni, un petit peu en Chine, également à Singapour, en Philippines. Mais vraiment, ces procès, ce procès de Tokyo vraiment reste, ne s'intéresse pas au procès même. On va vraiment dans la représentation de l'émergence du droit pénal international, on ne va vraiment s'intéresser que vraiment au procès de Nuremberg. Donc vraiment, si on considère d'un point de vue cinématographique, vraiment cette mini-série vraiment est un événement rare et vraiment bienvenu. C'était important de faire un procès sur ce procès. C'était important de faire une mini-série sur ce procès de Tokyo, et on voit également
Voilà, on voit également, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment cette tension autour du droit pénal international. Donc, dans l'ensemble des films que j'ai évoqués, souvent les films sur les procès pénaux internationaux se concentrent plutôt sur les poursuites et les enquêtes. Ici, dans cette série, l'accusation n'est pas très visible, l'accusation qui est dirigée par l'Américain Joseph Keenan. Les avocats de la défense également sont plutôt absents, tout comme les victimes. Les stars, vraiment, ce sont les juges. Le suspense se développe autour de la préparation du jugement. Et on va... Voilà. Les lieux principaux de l'action vont être l'hôtel, qui a été l'hôtel impérial dans lequel sont logés les juges. Donc, c'est un hôtel qui a été conçu par Frank Lloyd Wright. On est souvent dans le restaurant, le bar de l'hôtel, qui sert vraiment de cadre à d'innombrables repas avec des boissons. Ce qui est particulièrement intéressant, ce sont vraiment les scènes, et ce sont les scènes les plus intenses, vraiment, où on voit des juges qui sont dans la prestigieuse salle de délibération. Donc, on est dans une salle où on a un tabagisme constant, on a des zooms sur les visages sérieux déchirés par des luttes internes, on a des prises de vue en plan et en contre-plongée des rencontres verbales qui représentent vraiment l'intensité de ces débats et de ces incompréhensions juridiques. Ça rappelle un petit peu certaines séries, certains passages d'ailleurs rappellent un petit peu les 12 hommes en colère de Sidney Lumet en 1957, où on est dans un film, voilà, dans ce film classique, on a vraiment une tension et un suspense claustrophobique de la prise de décision d'un jury dans un procès pour meurtre à New York, et c'est créé vraiment dans un seul décor. Et en fait, ce film vraiment ce film des 12 hommes en colère de 1957, quand on se souvient vraiment de ce film, on voit vraiment de quelle manière il a vraiment influencé cette mini-série du procès. Voilà. Donc, vraiment, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que le spectateur passe entre l'hôtel où sont les jugements, à la salle d'audience, au restaurant de l'hôtel, avant de reprendre dans les délibérations. Et on est vraiment autour de ce procès, et on comprend, en fait, le spectateur a vraiment une idée de la routine de ce tribunal, de la vaste salle, de la distance entre les acteurs, de la difficulté de la communication verbale. Et on prend vraiment conscience dans ces 4 épisodes des brumes de l'accumulation de la fatigue, de la frustration même qui est ressentie par ces juges, et même cette frustration qui atteint vraiment le spectateur de ce procès. Et voilà, donc ce procès vraiment rend vraiment cette difficulté, cette accumulation de la fatigue, de la frustration d'un procès, en fait, qui au final va durer 417 jours d'audience, ce qui est un procès extrêmement long. La transcription des débats a totalisé plus de 48 412 pages, c'est énorme. Et on peut se demander même ce que Rebecca West aurait fait de ce tribunal pénal international. Donc, Rebecca West parle, par exemple, du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et elle parle, en parlant de ce procès, elle fait une boutade que c'est une citadelle de l'ennui, en fait. Et on peut s'imaginer ce qu'elle aurait dit sur ce procès qui est particulièrement long, difficile, et vraiment où les juges se déchirent entre eux avant de faire face dans cette salle d'audience, aux avocats de la défense, aux avocats de la défense, aux différents journalistes qui sont présents, aux accusés eux-mêmes, aux différentes délégations, aux différents membres de l'accusation qui participent à ce procès. Donc, c'est un procès qui est long, qui est difficile et qui dure 417 jours. Et vraiment, cette mini-série vraiment rend vraiment compte, cette mini-série est non seulement la bienvenue, mais elle rend vraiment la réalité de ce
qu'est la mise en place de la justice pénale internationale. Souvent dans les livres d'histoire, on va la célébrer, mais ici on prend vraiment conscience de la difficulté de vraiment créer cette justice internationale et des tensions que cela peut créer entre les différentes nations et ces différentes nations qui ont toutes une représentation différente de la justice pénale internationale. Anne-Sophie Schöpfel, merci beaucoup pour cette présentation de Tokyo Trial, donc série Netflix sur les procès de Tokyo, donc de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce procès fleuve, vous l'avez dit, oublié par rapport à Nuremberg, et qui, grâce à cette série, revit un petit peu, et puis vous l'avez bien montré, outre le jugement par rapport aux criminels japonais, on voit la mise en place de la politique, j'allais dire de la justice internationale, et aussi on voit bien ces problématiques coloniales qui émergent de la part des pays en train de se décoloniser, comme l'Inde, où on a évoqué aussi les Philippines, l'Indonésie par exemple. Alors vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site histoireensérie.com, sur laquelle les auditeurs pourront se rendre à la page de l'émission et aller consulter comme ça des ouvrages et des articles qui permettront d'en savoir plus sur ce procès méconnu. Et puis on retrouve le résumé de l'émission comme toujours sur le site internet de notre partenaire nonfiction.fr, où vous aurez aussi les liens pour aller écouter le podcast. Vous pouvez aussi, si vous voulez poursuivre la discussion avec nous retrouver sur le fil Twitter de Histoire en série, c'est @Histoire série, et puis il y a aussi le groupe Facebook de Histoire en série sur lequel je vous conseille de vous abonner pour suivre notre actualité de parution et d'enregistrement. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette excellente émission sur ce procès qu'on connaît peu en Europe, et j'espère que du coup les auditeurs auront envie d'aller déjà voir la série et puis se renseigner dessus, et puis j'espère à bientôt pour une autre série. À bientôt, merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel just to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Endless